parfois il y aura des nouveautés selon ce que estime notre enseignant. Aujourd'hui, nous avons avec nous le professeur Bouamra Abdelrazak. Abdelrazak est au niveau de, il enseigne au niveau de Blida et il est en même temps de l'EPH de Tipaza. Ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais je laisserai beaucoup plus de précision au professeur Bouamra. Bouamra. Oui, bonjour. Alors, je te laisse la parole. Ok, ok. Tu as les Merci. éléments avec toi. Je vais leur demander juste de laisser les questions sur le chat. Vous notez toutes vos questions. D'accord? Merci beaucoup, docteur Gouga. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc, comme l'a présenté notre collègue Dr Gougam, donc le cours s'intitule sur l'épidémiologie des maladies transmissibles. Donc, à la fin de compte, on va utiliser un outil qui est l'épidémiologie, puisque c'est une discipline, pour comprendre les maladies transmissibles. Est-ce que vous écoutez? Oui, on t'entend. Très bien. Donc, pour le plan, donc, on va voir ensemble une introduction, on va voir la définition de l'épidémiologie, on va voir en plus la définition des maladies transmissibles, on va voir quelques concepts de santé, on va parler de la chaîne de transmission. Tout le monde sait que si on veut comprendre l'épidémiologie des maladies transmissibles, on doit maîtriser ce qu'on appelle la chaîne de transmission, composée de 6 maillons en réalité, et 3 maillons principaux. Aussi les modalités d'expression des maladies transmissibles. Enfin, ce sera la prophylaxie. On aura un autre cours, Inch'Allah, pour la prochaine fois, ce sera la surveillance. Et durant ce cours-là, on va voir un outil très important en matière de surveillance. Donc, on essaiera de travailler avec les séries chronologiques pour les maladies à déclaration obligatoire. Donc, revenons à notre cours. Donc, l'objectif, ce sera d'écrire l'épidémiologie des maladies transmissibles. Donc, on commence par la définition. Il faut savoir que l'épidémiologie des maladies transmissibles est une science qui étudie les circonstances d'apparition, leur propagation et bien sûr de la disparition des maladies transmissibles. Mais bien sûr, quand on parle de l'épidémiologie, tout le monde sait que la spécialité, elle s'intéresse à un groupe d'individus, donc elle ne s'intéresse pas à l'individu seul. Donc, tous ces événements, l'apparition, la propagation et la disparition, donc, ils vont toucher une collectivité. Et c'est pour ça on a dit dans les collectivités humaines. Donc, l'épidémiologie, elle ne s'intéresse pas à l'individu. C'est une discipline qui étudie l'événement, bien sûr, dans la collectivité. Bien sûr, on associe avec tous ces événements des mesures prophylactiques conçues pour, bien sûr, lutter contre ces maladies transmissibles. Deuxième défi qui est importante aussi, c'est les maladies transmissibles. Puisqu'on parle beaucoup des maladies transmissibles, d'ailleurs, c'était un problème de santé publique après l'indépendance. Elle est toujours un problème de santé publique au moment. Donc, on entend par maladie transmissible une pathologie infectieuse. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des pathologies infectieuses, contagieuses, capables de se transmettre à plusieurs individus et même entre individus. Il y a des gens, il y a certaines écoles qui parlent des maladies transmissibles. Il y a d'autres qui parlent des maladies contagieuses.
En réalité, c'est un sujet qui reste à élucider. Donc, le terme de maladie transmissible est plus approprié que le terme maladie contagieuse, puisque le terme de contagieuse s'applique à des maladies susceptibles de se transmettre. Donc, il me demande de partager l'écran. L'écran est partagé. L'écran est déjà partagé. Donc, pour étudier ces maladies transmissibles, la plus importante, c'est comprendre la chaîne de transmission, ce qu'on appelle la chaîne épidémiologique. C'est quoi la chaîne épidémiologique? Donc, par définition, c'est l'ensemble des causes, des conditions, des circonstances qui permettent ou favorisent la transmission de l'agent pathogène. Donc, du réservoir initial, vivant ou inanimé, à un hôte réceptif. Donc, il y a 3 points dans cette définition. Donc, nous avons l'infectieux, nous avons la transmission, mais l'agent infectieux qui a un réservoir initial, et puis après, nous avons un hôte réceptif. Donc, si on veut comprendre l'épidémiologie transmissible, on ne peut pas la comprendre sans maîtriser, connaître les éléments de la chaîne de transmission. D'ailleurs, même pour une investigation, on ne peut pas réaliser une bonne investigation des transmissibles si on ne maîtrise pas la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, en réalité, des gens parlent, la chaîne de transmission épidémiologique comprend 3 éléments essentiels. En réalité, elle est composée de 6 maillots, mais les 3 éléments essentiels sont agents infectieux, donc on ne peut pas parler d'une chaîne sans connaître les caractéristiques de l'agent infectieux, c'est quelle est sa capacité, sa virulence, sa contagiosité vis-à-vis le développement de la maladie, quel est le réservoir de cet agent infectieux, et puis la réceptivité ou bien la population qui va être touchée par lorsqu'il y a une transmission. 3 points essentiels aussi dans le maillot indispensable à l'éclosion transmissible, c'est la transmission, comment elle est faite, la source de la maladie ou bien de l'agent, et puis après, un point qui est important, les facteurs qui ont favorisé cette transmission. Et puis, la chose la plus importante, c'est que l'action de prévention sera portée sur plusieurs maillons de la chaîne de transmission. D'ailleurs, ça a été démontré, par exemple, qu'on peut enrayer une épidémie si on met des mesures de lutte donc, et de prévention, bien sûr, ciblées contre cette chaîne de transmission. Cette action de prévention sera d'autant plus efficace, plus efficace que le maillot est plus fragile et que les procédures utilisées sont plus actives. Ça, d'une manière générale, la chaîne de transmission. Maintenant, on peut schématiser cette chaîne. J'ai trouvé cette image qui décrit l'ensemble des éléments de la chaîne de transmission. On voit très bien en dessous de cette image voie de transmission, 4. Et en haut, on voit l'agent infectieux. Donc, il y a toujours un agent infectieux. Et à cet agent-là, l'agent a toujours un réservoir
réservoir initial. Et à droite, il y a toujours un note réceptif. Donc, la chaîne de transmission, en fin de compte, elle est composée de trois éléments fondamentaux, qui est l'agent, le réservoir et le hôte réceptif. Et donc, il y a la voie de transmission. C'est important de les connaître. D'ailleurs, dans le cadre à gauche, on dit un agent infectieux sort d'un réservoir. Donc, chaque agent a un réservoir et on va voir après les différents réservoirs. Bien sûr, par une porte de sortie. Donc, il y a une fenêtre de sortie de cet agent, de son réservoir initial. Une fois sorti, il va se déplacer. Il va se déplacer par une voie de transmission. Et on va voir après les différentes, ou bien les modes de transmission. Et une fois transmis, il va pénétrer par une porte d'entrée aussi, ou là une fenêtre d'entrée, et bien sûr réceptionner dans un autre réceptif. Cette image-là, elle résume l'ensemble de la chaîne de transmission. Maintenant, si on va commencer. Donc, Hassina m'annonce qu'il n'y a pas de son. Donc, je pense qu'il y a le son. Vous m'écoutez? Allô, allô? Donc, on va parler sur l'agent causal. Donc, ça, c'est le premier élément, le premier maillon de la chaîne de transmission. Il pourrait être donc une bactérie, il pourrait être un virus, on a vu avec la COVID. Bien sûr, il pourrait être un parasite, levure, prion. Le prion, généralement, c'est un agent transmissible non conventionnel. Donc, à l'exception du prion, qui est une protéine, qui est responsable, par exemple, de la maladie de folle de vache, l'agent infectieux est défini comme un organisme vivant. Donc, la bactérie, le virus, parasite, à l'exception, bien sûr, du prion. Bien sûr, capable de causer une infection. Donc, lorsqu'il a cette capacité de provoquer une maladie, une infection, une maladie infectieuse chez celui qui va le réceptionner, chez l'autre réceptif. Bien sûr, il est capable de causer une infection dans notre organisme qui est vivant. Cet agent-là, généralement, il est caractérisé par certains caractères qui vont le définir en réalité. Donc, l'agent pathogène est caractérisé, bien défini par son pouvoir pathogène, sa virulence, son pouvoir envahissant, son pouvoir aussi immunant, mais aussi sa capacité de contagiosité. On sait que la contagiosité est différente d'un agent infectieux à un autre. L'agent infectieux, à la fin de compte, ce n'est qu'un micro-organisme vivant capable de produire une infection. C'est ça la définition. Il faut retenir la définition. Donc, c'est un micro-organisme vivant, à part le prion, qui est capable de produire une infection. Donc, une infection ou une maladie infectieuse chez l'homme. Donc, maintenant, si on vient à la définition, le pouvoir pathogène, c'est l'un des caractères essentiels de l'agent infectieux. Le pouvoir pathogène est l'aptitude de cet agent-là à provoquer des manifestations mobiles. Donc, c'est sa capacité à provoquer des symptômes. Ces symptômes-là, ou bien ces maladies-là, qu'on peut les scinder, soit c'est des formes vertes,
c'est des formes bénignes ou bien c'est des formes, ou bien ils provoquent des formes moins sévères. Ça, c'est pour le pouvoir pathogène. Et chaque agent a son pouvoir. Le deuxième caractère qui est important, qui est la virulence. L'un des caractéristiques aussi de pathogène, c'est la virulence. Cette virulence est différente d'un agent à un autre. Si on prend par exemple un exemple, la Recording in virulence, progress. donc, la virulence est le caractère pathogène nocif et violent de l'agent. On va prendre un exemple. On a vu que l'épidémie, par exemple, de choléra, le caractère essentiel de l'agent comme le choléra, l'agent vibriant, on le considère qu'il est moins virulent. Donc, lorsqu'on dit moins virulent, cela signifie qu'il nécessite un nombre important de ce vibriant pour développer les symptômes et avoir la maladie. Et généralement, cette virulence quantité est estimée à 10 puissance 9. Par contre, et c'est pour ça, pour l'infectieux comme le vibrion calorique, on parle d'un agent moins virulent. Cependant, on va prendre l'exemple de la fièvre typhoïde. Le salmonella est caractérisé par un agent infectieux qui est très virulent. Et donc, avec une petite quantité, avec un petit nombre de germes, on peut avoir la maladie. Et dans cette situation, on parle d'un agent infectieux virulent. Donc, avec une consommation d'une eau non potable, on peut avoir la maladie, qui n'est pas le cas pour, par exemple, le choléra. C'est ça la différence entre les deux agents infectieux. Le troisième caractère très important aussi, c'est la contagiosité. La contagiosité qui est définie comme la propension d'une maladie à se propager, donc c'est sa capacité de transmettre la maladie à un autre. Combien de malades pourraient être contactés à partir d'un cas? Donc, et c'est pour ça qu'on parle de propension d'une maladie à se propager d'un individu en individu. Nous avons beaucoup de cas, par exemple pour la rougeole, que la maladie est très contagieuse. Très contagieuse par rapport au nombre de cas de malades après un contact avec un cas index, par exemple. Un cas malade pour contaminer entre 10 à 15 malades. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas contagieuses et donc un malade peut provoquer 2 cas. Dans cette situation, on parle d'une maladie qui n'est pas contagieuse. Il faut savoir aussi, ça c'est très important, que toutes les maladies infectieuses ne sont pas des maladies contagieuses. Ça c'est connu, on peut avoir des maladies qui n'ont pas contagieuses. Entre toutes les maladies contagieuses, on peut les qualifier comme maladies infectieuses. Toujours avec l'agent pathogène, parler de pouvoir pathogène, en réalité, ce pouvoir, cette capacité de l'agent dépend de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est son état saprophyte ou son état pathogène. Il y a des agents dits pathogènes capables de... ils sont très virulents, contagieux, ils sont trop pathogènes, donc ils donnent rapidement la maladie. Et c'est pour ça qu'on parle du deuxième caractère qui est sa rapidité de multiplication dans l'organisme. Troisième point, le caractère lié à la pathogénité, à ce pouvoir pathogène, c'est sa capacité de produire une toxine. C'est le cas, par exemple, pour le staphylocoque. Le staphylocoque, c'est un agent bactérien qui, une fois pénétré l'organisme, il a une capacité de produire des toxines capables
ou la responsable de cette manifestation clinique. Le quatrième caractère, c'est son pouvoir de résistance en dehors de l'organisme. Il y a des germes qui sont très sensibles en dehors de l'organisme. Par contre, il y a des germes qui sont très résistants dans le milieu communautaire. Donc, il a à vivre. Donc, leur survie est lente par rapport à d'autres gens. Il y a aussi le nombre d'unités capables de provoquer une infection. On a parlé, on a cité deux exemples. Le premier exemple concernant le choléra, donc le choléra est qualifié comme un agent, le vibrion colorique qualifié comme un agent moins virulent, alors que celui responsable de la fièvre typhoïde, on le qualifie comme un agent très pathogène et un pouvoir pathogène élevé. Donc, on dit qu'il a une virulence élevée. Enfin, et comme un élément qui peut expliquer ce pouvoir pathogène, c'est son tropisme particulier pour certains tissus ou organes. Aussi, l'agent pathogène ou le pouvoir pathogène dépend aussi de la réceptivité. Donc, si l'agent va toucher des personnes dans l'extrême d'âge, par exemple les nourrissons ou bien les personnes âgées, et on sait très bien que les nourrissons ou bien les personnes âgées ont une immunité faible, donc ils vont avoir, donc ce pouvoir-là va être important. La même chose, si cet agent-là ça profite sur des pathologies immunitaires, comme par exemple le VIH, celui qui n'a pas d'immunité, le cancer, c'est-à-dire c'est des malades immunodéprimés, dans cette situation, il aura un pouvoir très important. Associé aussi à d'autres maladies, lorsqu'on développe une infection, ce pouvoir pathogène devient très important chez des malades ayant des pathologies sous-jacentes comme le diabète, l'hypertension et les autres pathologies pulmonaires. Maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'on peut estimer ce pouvoir pathogène? En réalité, il y a beaucoup d'indicateurs pour estimer ce pouvoir pathogène. Mais il y a deux indicateurs essentiels qu'on ne peut pas les dépasser si on veut connaître le pouvoir pathogène de cet agent infectieux. Le premier indicateur, c'est le taux d'attaque. Le taux d'attaque, en réalité, parfois on parle de taux d'attaque, parfois on parle de taux d'incidence cumulée. En réalité, la façon d'estimer ces deux taux, c'est la même. Donc, il y a un numérateur de malades, il y a un dénominateur qui est la population exposée ou bien la population à risque. Quand il y a une épidémie, ou bien comme celle, par exemple, d'une toxi-infection alimentaire, où il y a une rapidité d'installation de la maladie, généralement, on estime un taux d'attaque. Maintenant, quand on installe un système de surveillance, par exemple, un système de surveillance des infections nosocomiales dans un hôpital, donc on estime toujours les cas incidents, mais dans cette situation, on parle d'incidence cumulée. À chaque fois, il y a un cas, je dois l'ajouter. L'estimation de ces taux d'attaque ou bien le taux d'incidence cumulé est bien sûr faite de la même façon. Dans tous les cas, donc, le taux d'attaque ou bien l'incidence cumulée est égal au nombre de cas incidents, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas enregistrés durant une donnée, bien sûr, rapporté, et le dénominateur va rapporter, on ne va pas rapporter toute la population, mais ce sera intéressant de prendre que la population à risque ou bien la population exposée. J'ai cité un exemple pour le choléra, puisqu'on a vu qu'une épidémie de choléra. Donc, si vous allez reprendre la littérature, le taux d'attaque de choléra est égal à 5%. 5%, ça signifie quoi? Ça signifie, donc, on a dit que le vibrion colorique est moins virulent.
Donc, ça nécessite une quantité importante pour développer la maladie. Et c'est pour ça qu'on a un taux d'attaque, la fin de compte, faible. Donc, lorsque le taux d'attaque est égal à 6%, cela signifie quoi? Pour 100 malades exposés, pour 100 patients exposés, ou bien ceux qui ont consommé une eau non potable, donc on va enregistrer un cas. Et cela signifie qu'effectivement, le vibrio calorique est moins virulent. Le deuxième indicateur aussi qui est lié à la mortalité. Mais ce n'est pas la mortalité proportionnelle, ce n'est pas la mortalité globale, mais la mortalité, c'est les décès parmi les malades. Donc, nous avons d'autres taux, mortalité globale, mortalité proportionnelle, mortalité spécifique, mais l'indicateur qui pourrait bien sûr qualifier le pouvoir pathogène de l'agent infectieux, c'est le taux de létalité. Et comme tout le monde sait que le taux de létalité, ce n'est que le nombre de malades décédés, c'est des personnes décédées, mais parmi, bien sûr, les malades. Par exemple, j'ai enregistré dans une épidémie 50 malades, et parmi ces 50 malades, il y avait 5 décès. Dans cette situation, le taux de létalité est égal à 5 sur 50. Et à travers ce taux, bien sûr, je peux qualifier le pouvoir pathogène de l'infection et même la gravité d'une épidémie. Deuxième point qui est important, donc si l'hôte ou le réservoir de germes. Lorsqu'on a exposé le schéma de la chaîne de transmission, il y avait l'agent, et chaque agent infectieux, bien sûr, a un réservoir. Donc, le réservoir, par définition, c'est le lieu écologique où, en réalité, là où l'agent vit habituellement, là où l'agent se multiplie. Donc, et l'hôte constitue le deuxième élément de la chaîne de transmission. Je répète toujours, on ne peut pas comprendre, et ça c'est très important, comprendre l'épidémiologie des maladies transmissibles si on ne maîtrise pas cette chaîne de transmission. Donc, on a parlé de l'agent. Maintenant, le point deuxième, c'est le réservoir. Le réservoir, ça pourrait être la personne. Donc, parfois, que le réservoir est strictement humain. Ça pourrait être l'animal. Donc, l'animal ou bien la personne chez qui, bien sûr, l'agent infectieux trouve un milieu favorable à sa croissance, à sa multiplication dans des conditions naturelles. C'est ça l'agent, c'est ça le réservoir. Il est important de connaître la porte d'entrée dans l'hôte de l'hôte, variée selon l'agent. Comment l'agent infectieux va pénétrer dans l'hôte, ou bien dans le réservoir. Donc, il peut s'agir de la peau. Donc, il y a plusieurs modes de pénétration. Ça pourrait être des muqueuses. Parfois, c'est des voies respiratoires et même de l'appareil digestif. Cette notion ne fait pas distinction entre l'hôte définitif, vous avez l'hôte définitif par exemple, et l'hôte intermédiaire. Ça, on a parlé de l'hôte, par exemple, l'hôte de la COVID, il y avait la chauve-souris. Il y a aussi l'animal qui a joué l'hôte intermédiaire dans la transmission de la maladie, qui est le pangolin. Donc, il y avait un hôte définitif, un hôte connu, comme réservoir de l'agent infection de COVID-19, qui est la chauve-souris. Mais comme la chauve-souris
la chauve-souris ne transmet pas la maladie. Donc, il y avait un autre intermédiaire qui est le pangolin qui a joué un rôle d'un autre intermédiaire ou d'un réservoir intermédiaire. Donc, avec l'hôte ou le réservoir de germes, donc l'homme est un réservoir de germes, soit lorsqu'il est malade, soit lorsqu'il est porteur sain. D'ailleurs, ça a été vraiment discuté pour la COVID. On parle, est-ce que les porteurs de l'agent infectieux étaient des porteurs ou des personnes porteuses saines, ou bien c'était des porteurs asymptomatiques. Et donc, l'homme pourrait être un réservoir quand il est malade, comme il pourrait être réservoir du germe, mais on va le qualifier comme porteur sain. La réaction de l'hôte à l'infection est extrêmement variable, constituant la résultante de facteurs à l'agent lui-même et aux modalités de transmission. Elle peut prendre diverses formes. Donc, quand l'agent va pénétrer chez son réservoir, donc on peut avoir des formes infracliniques, c'est-à-dire il porte le germe, mais avec sans symptômes cliniques, sans signes cliniques apparents. Dans cette situation, on va le qualifier comme forme infraclinique. Il peut être malade, donc lorsqu'il va pénétrer, le réservoir va développer les symptômes et ce sera un autre avec des symptômes. Ces symptômes-là, on peut les scinder en deux. Ils peuvent avoir des signes cliniques, mais c'est des symptômes bénins, comme ils peuvent développer des symptômes sévères. Dans cette situation, on va les qualifier comme forme sévère. Il faut savoir aussi, très important, que la durée d'incubation va de quelques heures jusqu'à plusieurs années. On prend par exemple, j'ai cité quelques exemples concernant le réservoir ou bien l'agent. Si on va prendre par exemple le staphylocoque, quand on consomme un aliment contaminé par un agent infectieux comme le staphylocoque, on aura une durée d'incubation qui varie entre 1 heure et 6 heures. Donc, l'agent infectieux staphylocoque donc, va donner une durée d'incubation de 1 heure à 6 heures. Et elle est généralement d'une durée d'incubation moyenne de 3 heures. Si on va prendre, par exemple, la même situation, c'est-à-dire c'est des cas d'infection alimentaire, mais d'origine salmonelle mineure. Donc, on peut avoir une durée d'incubation qui est un peu plus longue. On peut y aller jusqu'à 22 heures. Par contre, si on va prendre une maladie comme par exemple le choléra, la durée d'incubation de l'agent infectieux est de 3 jours. Si on prend par exemple un autre exemple, c'est le cas de fièvre typhoïde, la fièvre typhoïde, ou bien l'agent responsable de la fièvre typhoïde a une durée d'incubation qui varie de 7 heures jusqu'à 20 heures. Et la durée d'incubation médiane, elle est de 15 jours. Donc, vous avez vu que chaque agent a sa durée d'incubation. Cette durée d'incubation, si on va prendre une maladie comme le sida, elle peut prendre jusqu'à une quinzaine d'années. Donc, elle va prendre plusieurs années. Donc, il est important donc pour le réservoir de connaître ce réservoir pourrait être un porteur actif, pourrait être un malade, porteur sain ou inactif, porteur chronique, ça peut être un cadavre. Quelqu'un m'a fait un signe concernant le cadavre. Vas-y voir le schéma ou bien le protocole pour les malades ayant le choléra, par exemple, puis les cadavres ayant cette maladie pourraient jouer un rôle de porteur. Donc, ça pourrait être donc le réservoir peut être donc l'animal. Donc, on peut avoir un animal malade, on peut avoir aussi un animal porteur,
Cet animal pourrait être donc sauvage et même domestique. On peut avoir le réservoir extérieur, communautaire, on peut avoir aussi l'air et même le sol. Tout ça, tous ces éléments-là pourraient être considérés comme un réservoir de l'agent infectieux. Le troisième élément qui est très important, donc, c'est le mode de transmission. Donc, si vous avez remarqué, on a commencé par l'agent infectieux, ses caractères, on a vu ensemble après le réservoir, les différents réservoirs de ces infectieux. Maintenant, on va voir le mode de transmission de ces agents infectieux. Tout le monde sait que la transmission est définie propagation de l'agent infectieux d'une personne à l'autre personne. Tout le monde sait, surtout puisqu'on a vu qu'avec la COVID, qu'il y a des transmissions directes, c'est-à-dire sans l'existence d'un intermédiaire. Il y a la transmission indirecte qui nécessite un intermédiaire, un relais vivant ou inerte. Mais on peut avoir les deux méthodes, c'est-à-dire la méthode directe et indirecte qui sont intriquées. La transmission directe, en réalité, si vous avez vu le COVID, en transmission directe, et cette transmission-là est définie par la voie aérienne. Donc, la transmission est faite par la voie aérienne à partir du coup gouttelette, s'appelle la gouttelette de Fluge. C'est le cas, par exemple, de la grippe. Maintenant, on est dans la période de la grippe. C'est le cas de méningite virale surtout. C'est le cas de la typhose. Il faut savoir aussi, ça c'est très important, que la transmission respiratoire est capable de produire presque 3000 particules infectieuses par la toux, ce qui correspond, si on va la quantifier et convertir, ça correspond à 5 minutes de conversation. Et généralement, pour qu'on puisse réceptionner l'agent infectieux, donc la distance entre l'émetteur et entre celui qui va émettre, qui va transmettre la maladie, l'agent infectieux vers le malade, c'est-à-dire le récepteur, varie entre 1 à 2 mètres. 2 mètres. Donc, pour la COVID, par exemple, on parle de 1 à 2 mètres aussi. C'est le cas, par exemple, pour la rougeole. Il faut savoir aussi, en plus de cette voie aérienne, on peut avoir d'autres voies et qui sont qualifiées comme voies de transmission directe. C'est le cas, par exemple, pour la voie cutanéo-muqueuse par contact direct, soit par une caresse, un baiser ou un rapport sexuel, c'est possible. Ça, ce contact-là est qualifié comme une transmission directe. Donc, on peut avoir aussi d'autres modes de transmission, à savoir qui sont considérés comme des transmissions directes, à savoir aussi donc la transfusion sanguine, l'infection placentaire entre la maman et le bébé, donc sont considérés comme des modes de transmission directe et ce sont en réalité des modes qui sont responsables de beaucoup de maladies. La deuxième méthode, c'est la méthode de transmission indirecte. Cette méthode-là, bien sûr, lorsqu'on on parle de transmission indirecte, on sait très bien que cette transmission nécessite un intermédiaire. Et c'est pour ça, cette transmission est assurée par un véhicule, un vecteur ou l'air tel que. Donc, généralement, si on va prendre le choléra, par exemple, c'est l'eau. L'intermédiaire, c'est l'eau. Ça pourrait être un aliment, ça pourrait être des objets souillés, vêtements, la literie.
et d'autres. C'est le cas, par exemple, pour le tétanos, c'est le sol. Ça pourrait, pour les maladies comme l'hépatite B et le sida, le matériel souillé de sang. Ça pourrait ou bien le vecteur responsable de cette transmission pourrait être aussi un insecte ou bien un animal, selon bien sûr le cas de maladie. L'agent se multiplie ou non chez le vecteur lui-même. Ça, c'est connu. Donc, ça, c'est pour la transmission indirecte. Donc, il faut connaître que la transmission directe ne nécessite pas un agent intermédiaire, un vecteur intermédiaire. Par contre, la transmission directe, donc, elle nécessite un intermédiaire qui a le rôle de transmission vers l'autre réceptif. Deux cas particuliers, en réalité, circonstances particulières. Il faut savoir qu'il y a des agents infectieux présents dans l'eau où les sols peuvent être aérosolisés, mais pas de transmission interhumaine. Donc, on peut contracter la maladie, mais il n'y a pas de transmission entre l'homme. C'est le cas, par exemple, de légionnaire, c'est le cas, par exemple, de l'anthrax. Il faut savoir aussi que, par exemple, pour la tuberculose, seuls 50% des patients avec maladie active deviennent infectieux. C'est-à-dire, quand je porte l'agent infectieux, je suis malade, actif, donc je peux ne pas transmettre la maladie. Et que 50% de ces malades vont jouer le rôle ils vont donner la maladie. Des cas particuliers concernant l'aérosolisé et concernant la tuberculose. Donc, à travers cette mode de transmission, on peut classer les maladies en deux types. Il faut savoir que il y a des maladies à cycle ouvert où on peut la transmise donc indirectement. Donc, les deux modes contribuent à cette transmission. Et généralement, dans cette situation, l'agent causal est spontanément éliminé par voie respiratoire, digestive, urinaire. Donc, le cycle est ouvert. Donc, il va être éliminé donc, par plusieurs modes ou par des lésions cutanées ou muqueuses. La deuxième situation, lorsque la transmission est faite de façon indirecte, on parle d'une maladie à cycle fermé. Et dans cette situation, le micro-organisme responsable reste dans l'organisme, donc il n'a pas une voie telle que respiratoire ou bien urinaire ou bien des lésions cutanées. La transmission dans cette situation n'est possible que grâce à un intermédiaire. Et c'est pour ça qu'on parle de cycle fermé. Donc, quand il y a ou bien la maladie ou une maladie à cycle fermé. Et dans cette situation, le vecteur responsable de cette transmission est indispensable. Et la transmission est qualifiée comme une transmission indirecte. C'est le cas, par exemple, du paludisme, c'est le cas de fièvre jaune. Parfois, il y a un vecteur inanimé tel qu'une injection, par exemple l'hépatite B, lorsqu'on fait une injection par une seringue souillée par 200 porteurs de l'agent infectieux qui est l'hépatite B, C ou le VIH, donc on peut transmettre bien sûr la maladie. Donc, à travers ces modes de transmission, on peut classer donc les maladies en deux types, les maladies à cycle ouvert et les maladies à cycle fermé. Voilà à peu près un schéma, je l'ai trouvé
voir l'évolution de la maladie et mettre en place des mesures adéquates pour enrayer l'épidémie et éviter, bien sûr, un autre épisode. Alors, Ça, c'est le foyer épidémique. il y a une question qui vous dit comment calculer le seuil épidémiologique. Le seuil épidémiologique, en réalité, il y a trois techniques. Celles les plus utilisées, donc il y a la loi normale, donc on peut l'utiliser pour déterminer le seuil, moins de 2, bien sûr, c'est moins de 2,5% et 97,5%. Ça, c'est la première technique. Je peux vous envoyer un exercice dans ce sens. Il y a la comparaison entre deux densités d'incidence. Quand on dit comparaison entre ce n'est pas la comparaison entre deux taux d'incidence, entre deux densités d'incidence. On prend la durée ou le temps d'exposition, ou le temps de l'apparition de cette maladie dans le dénominateur. Il va être comparé par rapport à une situation normale. Par exemple, on va prendre deux régions. J'ai deux régions, j'ai la wilaya. Dans la wilaya, j'ai par exemple 8 cas pour une population de 10 000. Maintenant, je travaille dans une commune. Bien sûr, les 8 cas pour 10 000 ont été enregistrés pendant une année, c'est-à-dire 365 jours. La deuxième situation, je travaille dans une commune et dans cette commune, je vais enregistrer par exemple 20 cas pendant 15 jours. Donc, si je veux voir est-ce qu'effectivement j'ai effrayé le seuil, je compare entre les deux densités d'incidence. La première, ce sera 8 sur 10 000 fois 365. Et je vais la comparer avec la deuxième densité qui est 20 sur, par exemple, la commune, elle est composée de 2000 fois les 15 jours. Et bien sûr, je confronte entre les deux données. Il y a un Ki2 pour comparer en deux densités d'incidence. Et même sans Ki2, vous pouvez constater qu'effectivement, il y a une augmentation ou bien les choses sont normales. La troisième qui est utilisée pour les formes rares, c'est la loi de Poisson. La loi de Poisson, elle est très utilisée, surtout par exemple pour la mortalité néonatale. Vous pouvez l'utiliser et vous allez comparer ça par rapport le pourcentage qui est 5%. Vous allez, si le seuil estimé est supérieur à 5% dans cette situation, vous allez dire qu'on a effrayé le seuil. S'il est inférieur, donc on conclut que la situation est normale. Donc, c'est trois Je outils. pense que ça serait vraiment, Amra, je pense Voilà, que ça serait vraiment beaucoup plus clair pratique, si la prochaine fois on fait un cas clinique ou un truc comme ça qui leur permet de participer et de calculer. Et on peut programmer ça, Dr. Gauguin. Il y a Redmi, il y a un certain Redmi qui a demandé la parole. Ouvrez votre micro. Oui. Activez votre micro depuis tout à l'heure. On vous autorise, mais non. Mais il va y avoir un grand chahut. Hein. Marhaba. Allez-y. Allez-y, Redmi. Pourquoi vous n'écrivez pas votre question? Redmi? Bon, on continue alors avec les questions parce que là. على بالك بوعمرة. Oui. نحب partage d'écran هذا باش نقعدوا entre participants ونساي d'accord. ما قلتيليش. ماش نقول لك انايا. راني نشوف لي كيسيون نشوفها ورمي لحقنا. Je voulais donner la parole à M. Demi parce qu'il a levé la main plusieurs fois, mais là, j'arrive pas. Je lui demande de réactiver le son, mais il n'y a pas de suite. Alors, on continue avec les questions en attendant. 31. On a été vers... Ça sert à rien de donner vos mails comme ça.
Il va vous donner son mail et vous allez En fait, faire... j'ai envoyé l'email. Hein. Ah, d'accord. Euh, Attendez. Il serait préférable de faire des sessions de formation sur la chronologie. Série chronologique, oui. On va le faire puisqu'on ne peut pas surveiller, surtout pour les maladies à déclaration obligatoire. Pour un spécialiste, c'est un outil très intéressant. Docteur Belralem, Pour, vous êtes bien sûr, satisfait? pour suivre les tendances évolutives de la maladie. Alors qu'il serait préférable aussi de renforcer nos services en moyens logistiques. C'est à vous de... Moi, je suis tout à fait d'accord, mais on doit faire un effort. Hein. On combat, donc, on essaiera de combattre pour ça, hein, parce qu'on doit renforcer nos services. Et bien sûr, on doit proposer, Tannick, proposer des choses scientifiques vis-à-vis les activités. On doit valoriser nos activités pour avoir tous les moyens nécessaires, bien sûr. On aura les moyens qu'après l'amélioration de nos services. Ça, c'est très important. Ensuite, on te dit en cas de morsure, et le sérum antirabique n'a pas été ou le sérum antirabique n'a pas été injecté. L'auteur de la plaie, la hauteur, j'ai pas compris. La plaie, et si j'ai découvert, bon, tu lis la question. Tu Oui, l'as lu? Tu as lu j'ai la pas lu. question juste après. Ousmane, Juste après, il est préférable aussi à 10h40. Ousmane 10h40. Alors, est-ce que je peux rajouter une autre dose autour de la plaie? قلت لك on peut pas عندك prendre une en charge morsure. un cas là. L'instruction, je pense, est qu'il est très claire. Reprendre le cas, il faut appliquer l'instruction. Et c'est au médecin de juger l'utilité de sérum, bien sûr. Non, attends. Si jamais, moi, j'ai une morsure, je donne le sérum antirabique, je l'injecte, si j'ai bien compris la question, autour de la plaie. Ensuite, je découvre, je fais une faute de conduite à tenir. C'est-à-dire peut-être que j'ai mal introduit l'injection, j'ai mal Est-ce que je peux rajouter une dose autour de la plaie? D'accord, on sait très bien que la quantité est calculée par rapport au poids et par rapport. On peut pas. Il y a la moitié de dose d'injection et l'autre moitié, on peut la faire aux alentours de la lésion. Maintenant, c'est à lui de déterminer ou de calculer cette quantité. C'est à lui de voir ce jugement-là à travers ce qu'il a devant ses yeux. D'accord? On ne peut pas être à sa place. La quantité, vous avez dans l'instruction la quantité de sérum et on doit la calculer bien sûr par rapport au poids du malade. Et l'indication par rapport bien sûr l'importance de la lésion et bien sûr par rapport à son siège. Et généralement, on injecte la moitié en intramusculaire et l'autre moitié autour de la plaie. Maintenant, je ne peux pas lui dire, là, je ne connais pas le malade. Moi, ce que je constate là, c'est est-ce qu'il y a une compréhension réelle de l'instruction? Moi, je suis directe. Si vous voulez qu'on reprend l'instruction après, on dans une autre On peut pas, il y a des directives avec la direction de la prévention. Moi, là, on reprend l'instruction comme communication, c'est-à-dire d'accord. Voilà, ça sera conduite à tenir ou la prise en charge d'un cas ou la de morsure ou la dans ce sens. Les gens sont concentrés sur la rage. Moi, je voudrais savoir de la part de ces participants, c'est quoi le hic? C'est quoi le problème? Et s'il est très précis. La rage, l'instruction est très claire. C'est très clair l'instruction, mais alors, s'il pose des questions, c'est qu'il y a un souci. Et nous, ce qu'on cherche, c'est de régler le petit souci. Il vaut mieux apprendre peu et bien que beaucoup d'informations et ne rien avoir. Vos questions sont très importantes.
Maintenant, si quelqu'un a une remarque à faire par rapport à l'instruction, dites-le-moi. Moi, je vais le transmettre. Il faut Parce que là, respecter, moi je répète, il faut respecter la dose, cette dose qui est déterminée selon des critères. Il faut respecter l'indication aussi. S'il n'y a pas une indication pour utiliser la sérothérapie, donc, c'est par rapport, si c'est par exemple la lésion est classée stade 1, dans cette situation, il n'y a pas une indication d'utiliser la sérothérapie. Donc, il faut respecter, bien sûr, l'instruction ou bien les indications qu'elles ont été émises dans l'instruction. Allô? On t'a perdu, Bamra. Bamra. Tu es toujours là? Ok. Bon, il y a un problème. Bamra, est-ce que tu es avec nous? On est là. Oui, oui, je Oh, tu as beaucoup de questions, à la balak. Autre que la rage. Hein. Pour le sang. Ok, d'accord. Bon. Ça y est, normalement. Ça y est, voilà. On reprend avec les questions. On vous a pas oublié. Hein. زاد راح لك عاود باللي ردوا بعمرة رد لو سون J'ai réactivé le son, Agda, d'accord? Ah là, خلاص, ça va, très bien. Ça marche, On Agda? reprend avec les On questions. Oui, reprend, ça bien marche. sûr. On reprend avec les questions. Alors, on va passer à autre chose que la rage. Je commence par la fin. Bon, il y a pour question, bon, oui, on aurait bien aimé faire une analyse des données de la pandémie Covid. Ce sera intéressant, oui. Ce sera intéressant de faire une petite analyse concernant l'évolution. Bien sûr, on prend le volet épidémie, hein, les tendances évolutives de la maladie. Ce sera intéressant de la faire en utilisant les séries chronologiques. Comment distinguer pour un personnel hospitalisé une origine communautaire ou nosocomiale? Bon, maintenant, auparavant, on parle plus d'infections nosocomiales et communautaires. Maintenant, toute infection liée à un geste de soin est considérée comme une infection. D'ailleurs, on a dit, ils ont changé la définition. Auparavant, on parle d'infection nosocomiale
c'est s'il y a une infection au-delà de 48 heures après l'hospitalisation. Donc, c'est une infection liée à l'hôpital. Et maintenant, l'infection est liée aux soins. Si s'il y a un soin, donc elle n'est pas communautaire, c'est logique. Donc, la définition est plus claire maintenant. Et d'ailleurs, l'un des points importants, parfois, on dit que les infections communautaires, ce sont des infections ce sont des infections bénignes. Pourquoi? Puisque à l'intérieur de l'hôpital, la bactérie, donc une fois elle est agressée par les antibiotiques, elle essayera de se résister. Et c'est pour ça, généralement, l'infection à l'intérieur de l'hôpital, c'est une infection qui est généralement, elle est d'origine d'un germe qui résiste. Ce n'est pas le cas pour les infections communautaires, puisque dans la communauté, on vit en harmonie avec ces germes. On n'essayera pas de les combattre, on vit avec eux. Et donc, généralement, l'infection à l'hôpital, ou l'infection maintenant liée aux soins, quand je mets de soins, je donne des antibiotiques. L'agent infectieux donc, va essayer de développer une résistance. Et c'est ça les problèmes liés aux infections liées aux soins. En lisant les dernières du docteur Ounadi, docteur Ounadi, on vous invite à inscrire, je ne sais pas, je pense que vous êtes vous êtes dans le comité de la rage ou des zoonoses, ou bien vous êtes épidémiologiste au niveau de la wilaya. L'essentiel, vous avez raison, il faudrait beaucoup plus de journées médicales au profit des CMEP, et en particulier, et de l'autre côté, non madame, épidémiologiste au niveau du CMEP. Eh bien oui, vous avez raison, il faudrait beaucoup plus d'action au niveau du CMEP, et même d'un CMEP d'une wilaya à une autre. Je pense que, comme je l'ai dit au début, il faut reprendre, quand vous dites que l'instruction et son application, vous avez entièrement raison. J'ai remarqué une chose, que beaucoup sont critiqués, moi-même. Parfois, on lit en diagonale. Et il faut un groupe pour s'arrêter à tout détail et expliquer pour pouvoir sur le terrain être actif avec les nouveaux médecins, avec les infectiologues, comme vous le dites, et pouvoir transmettre ce que nous, on a compris. Entièrement d'accord avec vous. Excuse-moi, Bamara, je t'ai pris la parole. Je partage avec vous l'idée, la formation continue pour les épidémiologistes est obligatoire. Sachant que cette spécialité épidémio, c'est un outil, l'épidémiologie. C'est un outil, comme vous avez vu maintenant, pour aujourd'hui, que cet outil-là, il va être utilisé pour comprendre un phénomène qui est très important, les maladies transmissibles. Ce même outil va être utilisé pour comprendre un autre phénomène qui pose un grand problème maintenant, qui est les maladies non transmissibles. Donc, pour l'utiliser, ça sera intéressant, bien sûr, de maîtriser l'outil. Et à chaque fois, moi, je répète, il y a maintenant des moyens. On a un problème, non, Gouben? Oui. Ça va, on t'entend. Donc, ce sera intéressant, par exemple, pour surveiller et suivre l'évolution d'une maladie transmissible. Ce sera pour un spécialiste. Il n'a pas d'excuse de ne pas maîtriser, par exemple, les séries chronologiques. Pour un spécialiste, quand il veut faire une enquête auprès de sa population, il est important, il est obligatoire pour lui de maîtriser certaines analyses avancées, comme par exemple la régression ou l'analyse multivariée. Maintenant, ce qu'on a fait aujourd'hui, pour un spécialiste, quand il veut faire une investigation,
il pourrait jamais identifier ou bien mettre en place les mesures sans connaître la chaîne de transmission de la maladie. Donc, la connaissance ou bien la maîtrise de la chaîne de transmission est une étape primordiale pour que vous puissiez après faire une investigation d'une maladie transmissible. Si vous avez le choléra et vous ne connaissez pas la chaîne de transmission de cette maladie, vous ne pouvez jamais faire une bonne investigation. La question qu'il nous pose aussi, la transmission manuportée est-elle directe ou indirecte? La transmission manuportée, c'est l'IMA, c'est l'hôpital, c'est indirect. 80% des maladies nosocomiales à l'hôpital, 80% des maladies sont transmises par l'IMA. Sachant même pour la courbe, si vous avez remarqué, s'il y a, vous aurez une épidémie, par exemple, nosocomiale dans un hôpital, la forme de la courbe, elle déduit ou elle donne des explications par rapport à l'agent responsable de cette épidémie. Et généralement, par exemple, une courbe nosocomiale, c'est-à-dire le mode de transmission est maniporté, la forme de la courbe, on l'appelle une courbe, on l'a définie, on dit c'est une courbe en dents de C. Elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Donc, elle monte et puis après la descente, donc avec un dent de C, et donc elle est qualifiée ou là, elle est définie comme une courbe en dents de C. C'est par rapport, bien sûr, toujours ce mode de transmission. Donc, vous avez vu, donc on doit maîtriser la chaîne de transmission pour qu'on puisse faire une bonne investigation. Vous ne pouvez pas faire... Oui. À la prochaine communication, après ta permission, on essaie d'être plus pratique. C'est-à-dire quand tu feras la chaîne de transmission, on essaiera d'être sur le terrain, par exemple. De choisir on peut faire un effet. Ce serait une bonne idée. Et de faire en sorte, comme un exercice, on corrigera les petites incompréhensions, où on apportera un plus. Tu as une question, excuse-moi, sur la mise en place d'un système de surveillance des infections associées aux soins en pratique. La question de Doudi de Betraria. Bon, généralement, le système de surveillance des infections nosocomiales, donc on le place ou on l'instaure dans un service à haut risque. Et à travers ce système, donc quand vous allez faire un système, votre objectif, c'est estimer l'incidence ou bien la densité d'incidence. Et donc, le système à l'intérieur de l'hôpital, c'est pour voir est-ce que le taux est important. Et puis après, pour réagir, pour mettre en place en même temps, c'est-à-dire dans le système, pendant le déroulement du système, les mesures de prévention. Dans un service de chirurgie, par exemple, vous pouvez mettre en place ce système-là. Donc, vous allez documenter, vous allez essayer d'élaborer un questionnaire pour atteindre votre objectif. Et l'indicateur donc, à estimer dans ce système, ce sera l'incidence ou bien la densité d'incidence. Et ce sera intéressant pour des services à haut risque. Maintenant, pour les autres services, là où il n'y a pas beaucoup de risques, puisqu'un système de surveillance demande beaucoup de moyens. Il faut faire la formation. Si par exemple, le service de chirurgie, vous allez faire ce système dans un service de chirurgie, vous êtes obligé de travailler avec les chirurgiens, vous êtes obligé de travailler avec les malades, vous êtes obligé de revoir les malades après, pour voir, puisque la définition de l'infection la définition de l'infection, elle est définie donc jusqu'à 1 mois. Maintenant, pour un instrument ou là, pour un appareil placé, ce sera pendant 1 année. Donc, un système mis en place dans un service à haut risque demande les moyens. Mais ce sera intéressant de faire au moins un dans un service hospitalier à haut risque.
Maintenant, pour les autres services, là où il n'y a pas de risque, c'est important, généralement en pratique, où là, on organise pour chaque année une enquête de prévalence pour voir où on est, pour se situer en réalité, où on est en réalité. La prévalence, ça signifie la fréquence de l'infection dans votre hôpital. Et on doit la comparer, bien sûr, avec d'autres données pour se situer et voir où on est. Donc, dans les pays développés, la prévalence de l'infection, elle est moins de 5%. Dans les pays qui ne sont pas développés, la prévalence, elle est très importante. Elle est au-delà de 12, 13, 14, 15. Ce sera intéressant maintenant de faire, pour un spécialiste, bien sûr, s'il n'a pas les moyens de mettre en place un système de surveillance dans un service à haut risque, ça sera intéressant de faire ou d'organiser au moins une enquête de prévalence chaque année, bien sûr. Tu as une question, la dernière, Alia, les plats témoins sont absents au niveau des cantines. Dans une collectivité, quelle est la part de responsabilité du médecin de santé scolaire, par exemple? Il faut exiger, il faut faire un PV. Maintenant, s'ils ne vont pas respecter, vous avez l'écrit, donc vous n'êtes pas responsable. Mais il faut faire un écrit. Il faut faire un écrit pour les autorités, puisque le plat témoin, ça c'est pourquoi je dis ça, puisque le plat témoin, en réalité, c'est un témoin par rapport au repas qui a été proposé aux malades. Donc, c'est un instrument médico-légal pour juger est-ce que les repas servis étaient de repas de qualité ou bien il y avait un problème par rapport à ces repas servis aux malades ou là, aux enfants scolaires, par exemple. Donc, il faut toujours faire un rapport, faire des inspections, mais sanctionner ces inspections par des rapports écrits qui doivent être adressés, bien sûr, à la personne qui a de l'autorité. Donc, il faut faire un rapport, envoyer le rapport aux responsables. Maintenant, s'ils ne veulent pas, pardon, mettre en place un plat témoin, s'il y aura un problème. Donc, vous n'êtes pas responsable. Dans tous les cas, vous n'êtes pas responsable. Il y a une question juste après. On reste toujours dans l'hygiène. Oui. Akra. J'ai pas compris. En matière de Covid. La même chose en matière de Covid. Qu'en est-il quant aux mesures préventives et la prise en charge des infections nosocomiales? Alors, à 11h. 11h, 11h08. 11h08. Avant la question des maternités. Voilà. Est-ce que les maternités sont des services à haut risque? Ah bon, juste Bonjour, s'il vous plaît. Qu'en est-il quant aux mesures préventives et la prise en charge des infections nosocomiales BMR résistants? Effectivement, les bacilles résistantes, quand un cas est détecté dans un service donné, peut-on arrêter un programme de chirurgie pour désinfecter et qu'en est-il pour désinfecter et qu'en est-il pour les structures de santé prévues? Moi, bon, vous ne m'allez pas, moi je suis technicien, j'appartiens pas à une administration, je suis pas responsable de la prévention, mais sauf un point qui est très important. Quand vous avez une épidémie à l'intérieur d'un service, pardon, l'habitude est que généralement, si j'ai bien remarqué, à chaque fois il y a une épidémie, on arrête l'activité. Alors qu'en réalité, vous allez après faire pratiquer des mesures et puis après ouvrir ou réactiver le service. Alors qu'en réalité, devant une épidémie, à part un germe, à part lorsque l'épidémie
et secondaire à un germe virulent, très virulent, connu par le nombre de décès qui pourrait les provoquer. Dans cette situation, on arrête l'activité. Par contre, en revanche, ou bien au contraire, quand vous avez une épidémie, donc il faut toujours garder l'activité, puisque vous avez un système de surveillance. Vous avez un système de surveillance avant l'apparition de l'épidémie, et quand vous avez l'épidémie, vous allez mettre en place des mesures de prévention. Vous avez toujours le système de surveillance. Maintenant, si vos mesures sont justes, sont correctes, sont efficaces, vous allez assister à une diminution du nombre de cas. Et dans cette situation, vous pouvez dire que vous avez pu arrêter l'épidémie. Maintenant, si vous allez arrêter l'activité, vous n'aurez pas ce paramètre. Vous ne pouvez pas suivre l'évolution de l'épidémie. Vous allez l'arrêter, vous allez mettre des mesures. Les mesures, ce ne sont pas que la désinfection, hein, puisque dans certains hôpitaux, dans les pays développés, la désinfection a été arrêtée. Ils n'utilisent plus la désinfection. Donc, les mesures, c'est le bio-nettoyage, c'est le lavage des mains, c'est les autres mesures efficaces pour ne pas avoir des épidémies d'infection nosocomiale. Donc, en résumant, vous avez une épidémie si l'agent infectieux n'est pas un agent virulent. La virulence ou bien le pouvoir pathogène, on a dit, est défini par le taux de létalité. Il n'entraîne pas beaucoup de décès. Dans cette situation, on n'arrête pas l'activité. On doit continuer l'activité et mettre en place les mesures. Si vous allez enregistrer une diminution du nombre de cas signalés auparavant, dans cette situation, votre mesures sont efficaces. Maintenant, si vous n'allez pas à réduire le nombre de cas enregistrés dans cette situation, il faut revoir votre mesure et revoir votre investigation. Maintenant, que ce soit la bacille multirésistance ou bien les autres germes, il y a toujours, donc on doit toujours respecter les mesures standards. Il y a ce qu'on appelle les mesures standards, quel que soit l'agent infectieux. On doit toujours respecter quelques mesures complémentaires, adaptées par rapport aux situations. Mais dans tous les cas, les mesures standards doivent être appliquées. D'accord. D'autres questions? Docteur Gougam? Voilà. Alors, la prochaine question. Voilà. Avec le rôle du médecin généraliste dans les services de prévention. Oh, le médecin généraliste a toujours sa place en matière de prévention. D'ailleurs, quand j'étais au CHU de Blida, il y avait des médecins généralistes responsables, responsables des systèmes d'information, des systèmes de surveillance dans les services hospitaliers. Donc, on réalise le protocole, on prépare tout le protocole, puis on le responsabilise pour réaliser ce travail. Il peut aider bien pour la vaccination. Il peut faire, ça c'est dans un CHU. Hein. Maintenant, dans les SEMEP de l'EPH ou les SEMEP de l'EPSP, il a le grade de coordinateur. Il peut être chef service, donc la loi l'autorise, à défaut d'un médecin épidémiologiste, bien sûr, et il pourrait être un médecin coordinateur responsable d'un programme, par exemple le médecin coordinateur de santé scolaire, le médecin coordinateur de santé universitaire. Donc, il a un rôle important à jouer puisque en matière de prévention primaire,
le médecin généraliste a toujours sa place. D'ailleurs, il y a dans certaines wilayas où il n'y a pas, il y a la disparité, c'est-à-dire il y a même c'est vrai qu'il y a certains médecins de santé publique qui arrivent, mais après ils font le service civil et ils repartent, donc le médecin généraliste il est là-bas. Nous avons ouvert un CES dans ce sens pour pouvoir appuyer. Toujours est-il, on continuera à dire que l'un travaille avec l'autre, qu'il y a une limite et qu'il faut consulter le spécialiste. On reste toujours dans ce genre de situation, tout comme la pédiatrie, tout comme d'autres spécialités. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, en matière de Covid pour le poursuivre, tu as répondu à cette question. Oui, on a répondu. D'accord. Comment distinguer l'origine de nosocomiale et l'origine communautaire en matière de Covid pour le personnel hospitalier? Il parle de personnel hospitalier. En réalité, c'est très difficile. Très difficile de distinguer entre les deux, sauf qu'à l'intérieur de l'hôpital, si la personne, par exemple, est hospitalisée, nous avons un laps de temps de 48 heures. Donc, nous, on va signaler l'infection nosocomiale après 48 heures d'hospitalisation. Maintenant, durant cette durée ou pendant cette durée, s'il n'a pas des symptômes, s'il est hospitalisé avec des symptômes ou bien avec des signes cliniques en rapport à une infection, dans cette situation, on peut la qualifier comme une infection d'origine communautaire. Maintenant, moins de 48 heures sans symptômes, puis après l'hospitalisation, après 48 heures jusqu'à 62 heures d'hospitalisation, il commence à développer des symptômes. Dans cette situation, je pense qu'on peut la qualifier comme une infection nosocomiale. Je pense que c'est la dernière question, non? Allô, allô? Dr. Gougam. Quelqu'un qui pose la question, il dit est-ce que les services, les maternités sont considérés comme des services à haut risque? Effectivement, les maternités sont considérées comme des services à haut risque. Pourquoi? Puisque la patiente ou bien la parturiente est considérée comme une patiente fragile. Et donc, ce sera intéressant, bien sûr, s'il existe les moyens de mettre en place un système de surveillance dans ces services-là. Bien sûr. Redmi Note 8, vous avez la parole. Soit vous écrivez votre question, soit vous parlez. Moi, je vous ai ouvert le micro. Alors, il y a, puisque jouer un rôle. Tout le monde sait que les jeux d'hygiène, oui, je suis d'accord avec vous, l'hygiène des mains joue un rôle important. Ça a été démontré pour l'hygiène des mains de réduire presque 80% des infections nosocomiales à travers des travaux de recherche, bien sûr. Hein. Je pense que là, on a fait le tour. Quelqu'un pose la question concernant les moyens et les besoins pour installer un système de surveillance des infections associées soit aux soins. Je disais auparavant que les moyens, c'est surtout les connaissances, c'est-à-dire vous avez la capacité d'élaborer un bon protocole, vous avez la capacité de travailler puisque vous allez travailler avec des services. Donc, vous devrez avoir toute l'information nécessaire
pour estimer les indicateurs à déterminer dans un service, service associé. Donc, vous allez travailler avec des chirurgiens. Si, par exemple, vous allez mettre en place votre système dans un service de chirurgie, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui fait des visites périodiques dans ce service-là pour documenter l'information. Et généralement, le système de surveillance, il va s'étaler dans le temps, 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans. Tout ça, c'est des moyens. Donc, vous devrez charger une personne qui va être responsable de la collecte des données auprès de ce service. Vous devrez former cette personne qui va mettre en place les mesures nécessaires pour réduire le nombre de cas incidents. Donc, ce sera intéressant. Et à la fin, donc, une fois vous arrivez à documenter toute l'information nécessaire, il est important de maîtriser la rédaction d'un rapport après un système de surveillance instauré dans ce service hospitalier. Donc, vous devrez avoir un micro, vous devrez avoir un logiciel de travail, vous devrez maîtriser le logiciel, ou là, une personne qui maîtrise le logiciel pour saisir les données, puis vous allez collecter l'information, puis après, vous allez la contrôler, saisir l'information, analyser l'information et à la fin, rédiger cette information. Et donc, cette information va être sanctionnée par un rapport qui doit être donc envoyé au responsable de l'établissement, au chef service concerné, et bien sûr pour mettre en place les bonnes mesures nécessaires pour arriver à maîtriser les infections associées aux soins. Tu as deux questions, Chouf. Quel est le risque d'avoir une introduction de la dengue en Algérie? Et quel est de la dengue en Algérie, le risque d'avoir une introduction? La dengue? Tu peux ne pas répondre, hein? Non, il faut revoir. Donc, pour comprendre toutes les maladies, quelle que soit la maladie, la dengue ou la autre maladie, il faut revoir la chaîne de transmission. La chaîne de transmission qui est composée des 3 éléments essentiels et les autres 3 éléments. En fin de compte, vous avez 6 points ou 6 maillots essentiels pour l'éclosion de cette maladie transmissible. Il faut la revoir, adapter par rapport à la dengue et le chauffe. Est-ce qu'on a un risque d'avoir cette maladie en Algérie ou là? Alors, qu'est-ce que vous pouvez préconiser des traitements préventifs pour casser la transmission? Casser la transmission, par exemple, pour la COVID. Il y a fait lavage. Traitement préventif. Traitement, c'est pas le traitement. Il y a pour la transmission, bien sûr. Donc, pour la transmission, nous avons par exemple la transmission directe, la transmission aérienne. Dans cette situation, la bavette est l'une des mesures efficaces. Et c'est pour ça, c'est par exemple pour la COVID, on a beaucoup parlé du bavette. Il y avait aussi la transmission indirecte. On a les mains maniportées. On a les mains à travers un objet inerte. Donc, les mains peuvent transmettre la maladie. Et donc, on a insisté sur le lavage des mains. Donc, les mesures ou les traitements sont adaptés par rapport au mode de transmission. Donc, et c'est pour ça, quand on connaît le mode de transmission, on peut mettre en place les mesures. Il y a d'autres mesures qui sont adaptées par rapport aux caractéristiques de l'agent infectieux. Quand, par exemple, on dit que cet agent-là est fragile vis-à-vis l'utilisation du javel, par exemple. Dans cette situation, on préconise d'utiliser le javel pour réduire, dans des lieux, pour réduire le pouvoir pathogène de cet agent, pour casser cette chaîne de transmission. Donc, pour casser la chaîne, c'est surtout adapter les mesures par rapport aux caractéristiques de l'agent, par rapport au mode de transmission et bien sûr par rapport au portage.
puisqu'un porteur doit être traité comme un cas malade. C'est ça les mesures en réalité vis-à-vis, bien sûr, le mode de transmission. D'autres questions? Alors, on va parler maintenant aux hygiénistes. Alors, il y a une question sur la brucellose, puis on passera au rôle des hygiénistes. Alors, en cas de brucellose, est-ce qu'on fait le dépistage par sérologie de Vidal ou test de rose bengale et sont positifs en absence, même en absence. Alors, le 11h26, s'il te plaît. Non, un point important, puisque c'est pas la question, c'est pas le dépistage. À quelle date? C'est à partir de quand et à quelle date après l'ingestion? Il faut garder le test ou la sérologie, généralement, elle est utilisée pour les enquêtes. D'accord. Elle n'est pas utilisée pour diagnostic. Oui, mais ce qu'il voudrait savoir pour moi, c'est à partir de quand, dès l'injection du produit, quand tu l'es, à partir de quand je dois faire mon test? Non, le test, c'est le 10e, 12e jour. Il faut voir le test. Le test. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que j'ai remarqué, les gens parlent, par exemple, pour la COVID, il y avait des personnes qui parlent beaucoup de tests. Mais les tests sérologiques ne sont pas utilisés pour le diagnostic. Les tests sérologiques, normalement, ils sont préservés pour réaliser les enquêtes épidémiologiques, pour mettre en évidence ce qu'on appelle la prévalence ou la séroprévalence de la maladie. C'est ça la différence. Maintenant, pour la date ou là, vous avez le test, vous n'allez que voir la date, le 10e, je pense, et le 12e jour, mais vous vérifiez, hein. Vous vérifiez, vous avez le cours, donc vous avez les indications et la date exacte pour pratiquer le test. Il faut le faire, il faut le voir. Bonjour, quel est le rôle d'un hygiéniste dans un hôpital? Voilà, les hygiénistes ont réagi tout à l'heure, et là, c'est la deuxième fois qu'ils réagissent. Je pense que c'est des hygiénistes. Ils vous posent la question, on est où? On est où? Non, l'hygiéniste a un rôle très important, surtout dans un OPH ou bien dans un hôpital. L'hygiéniste, il veille, donc il veille sur l'état ou bien l'application de mesures dans les services des hôpitaux. Donc l'hygiéniste doit être capable, une fois inspecté, de rédiger les rapports et de porter les informations nécessaires pour son chef service, bien sûr, pour le directeur de l'établissement. L'hygiéniste peut jouer un rôle dans la formation. Moi, personnellement, j'ai 3 hygiénistes qui ont assuré la formation des femmes, de salle. Donc, je les ai formés et puis après, à travers eux, ils ont formé les femmes de salle. Ils veillent à la formation des femmes de salle et en même temps suivent les femmes de salle. Est-ce que la femme de salle assure l'entretien ou bien la bio-nettoyage du service ou bien des salles de façon correcte? L'hygiéniste, bien sûr, peut être associé pour réaliser une investigation. L'hygiéniste peut être associé quand vous mettez, par exemple, un système de surveillance dans un service, un système de surveillance nosocomiale. Donc, l'hygiéniste, c'est la fin de compte, c'est la pierre angulaire en matière de l'hygiène. C'est celui qui surveille, qui veille et qui suit. Donc, il a un rôle très important dans la chaîne, bien sûr, pour lutter contre les infections nosocomiales. Je pense qu'on va arrêter ici. Oui, même moi, je suis fatigué. Répondez-la, la conjonctivite maladie considérée comme accident de travail ou pas? Voilà, je ne suis pas médecin de travail, il faut revoir la médecine de travail. Il y a un tableau, il y a un tableau. Il y a un tableau, il doit y avoir un tableau pour ça. Un tableau, qui a des maladies professionnelles ou qui a des maladies à caractère professionnel. Il faut la voir, vous rentrez sur l'Internet, vous mettez tableau à caractère professionnel, bien sûr, tableau pour l'Algérie.
Vous allez voir, vous allez vérifier. Est-ce que la conjonctivite figure parmi ces maladies ou là? D'accord. Bon, je pense qu'on va arrêter ici. Ceci dit, on va programmer une autre session sur la chaîne de transmission, mais ce sera sous forme de interactive, hein, même si Je préfère la chaîne et les outils. il y aura, Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout pour les spécialistes, de maîtriser ce qu'on appelle l'essai chronologique. on va faire comme ça. Il est inacceptable pour un spécialiste de suivre la maladie sans maîtriser l'outil. On a déjà essayé un exercice en ligne et ça a très bien marché. Non, Je pense qu'on peut le faire. J'ai un bon exemple pour la COVID, les cas, donc on a fait, nous, quand j'étais à Blida, j'ai mis un système de surveillance concernant les cas hospitalisés en réanimation. Et on a utilisé l'outil. Ce sera très intéressant. Vous allez adapter l'outil pour les maladies, par exemple, pour les maladies à déclaration obligatoire. Et donc, ce sera un outil très utile pour comprendre, pour suivre les tendances évolutives des maladies transmissibles. Ah, très bien. Merci beaucoup, Amra. Eh ben, je vous remercie. Tu m'appelles tout à l'heure. Dès que tu finis, tu m'appelles. Très bien. D'accord. Je vous remercie. À tout de suite. Au revoir. Bon courage, bon courage, bon courage. Au revoir.